On va démarrer donc cet après-midi avec Isabelle. On est ensemble pendant 1 heure. On va essayer de ne pas déborder. Le design thinking, c'est un gros sujet, donc effectivement, on pourrait très largement déborder. Isabelle va nous l'introduire. Je vous la présente. Donc Isabelle est à Marseille aujourd'hui. L'inter qu'elle proposera est également en présentiel à Marseille avec elle. On a déjà la salle, on est déjà prêt dans les starting blocks. Isabelle travaille beaucoup autour de l'intelligence collective. L'intelligence collective, aujourd'hui, s'est développée et je pense effectivement que c'est une force qu'il est très important de lier à la QVCT. Finalement, ça fait partie des choses où, oui, la qualité de vie au travail, c'est aussi de travailler tous ensemble. Et le design thinking sera une de vos méthodes. Voilà. Je vais afficher la caméra d'Isabelle, comme ça, elle va pouvoir nous dire bonjour. Comment vas-tu, Isabelle? Je suis très heureuse d'être ici avec vous et ravie de lancer ce webinaire sur le design thinking. Isabelle. Donc, eh bien, on va démarrer. Je pense que je n'ai oublié personne. Voilà. Je partage donc ta présentation, tu me dis, et on avance tranquillement. Hop. Donc, le temps que tu fasses les manips. Oui. Donc, j'ai été fonctionnaire pendant 25 ans où j'ai porté des dispositifs culturels et numériques. Et du coup, je suis indépendante depuis 5 ans en tant que formatrice et facilitatrice en intelligence collective. Et comme le disait Boris, c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée dans le monde de l'entreprise pour travailler autrement, s'écouter autrement. Et du coup, j'accompagne des collectifs pour repenser leur parcours usager, mieux observer pour mieux innover. Et je travaille notamment avec les acteurs culturels, les acteurs de l'ESS et les acteurs de la santé. Voilà, dans les grandes lignes. Très bien, merci Isabelle pour cette introduction. Donc finalement, c'est toi qui représentes notre service public et je t'en félicite. Merci. Alors, l'intention du webinaire, ça va être de découvrir les 5 grandes étapes du design thinking à partir d'expériences vécues. Donc, à chaque fois, je vais vous expliquer les concepts, mais derrière, je vous parlerai comment je les ai abordés. Comprendre le processus de la créativité et de l'innovation au quotidien et identifier les bénéfices concrets. En fait, voilà. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'utiliser? En fait, on parle plus de philosophie en fait, de design thinking que d'outils ou de méthodes. C'est un état d'esprit, mais vous allez voir au fur et à mesure des slides. Et du coup, ça va vous permettre de trouver des solutions sur des choses au départ on pense que c'est impossible. Et puis, ça engage la créativité, ça fédère les équipes. Voilà, c'est des temps qui sont assez forts. Alors, pour commencer, je voulais vous parler d'un projet qui est assez inspirant, qui a été réalisé à Valenciennes, dans l'hôpital de Valenciennes. On a constaté en fait que les enfants étaient très stressés pour aller en salle d'opération ou en salle d'IRM. Les parents aussi, les enseignants, les soignants aussi. Et du coup, souvent, on donnait des médicaments aux jeunes patients pour avoir ce temps de transition entre la chambre et la salle d'opération. Et donc, on les a mis dans un processus créatif et on s'est dit, l'enfant, en regardant l'enfant, qu'est-ce qu'il aime? L'enfant, il aime jouer. Donc, ils ont décidé en fait de faire tout un parcours usager où l'enfant allait devenir un super-héros de sa chambre jusqu'à la pièce, la salle d'opération. Et du coup, il se met dans une forme d'immersion. Après, il rentre dans une petite voiture. Après, sur les murs, ils ont peint aussi des décors. Et du coup, l'enfant part. Il est tout content de monter dans la petite voiture pour aller dans la salle d'opération. Et il oublie son stress.
et les parents voient leur enfant partir avec le sourire, voilà, la pression diminue et du coup, le taux de médication a été beaucoup, beaucoup diminué avec cette immersion en fait qui a été faite sur ce parcours usager. Oui, donc on était entre la gamification et finalement une façon de rendre plus agréable un moment difficile, quoi. Ouais. Du coup, pour arriver à ça, souvent on a une problématique de départ, mais ce qui va être très important dans un premier temps, c'est l'empathie. L'empathie, ben, c'est aller vers les publics, c'est aller recenser en fait le besoin, les problématiques du public. Donc, après, une fois que vous avez de l'empathie, une fois que vous avez recensé les besoins, ben, on va les définir ou redéfinir la problématique, ben, parce que vous verrez que après une phase empathique, forcément, la problématique évolue. Et puis, bah, une fois qu'on a une problématique bien définie, on va pouvoir rentrer maintenant dans la phase de créativité. On parle d'idéation, on va aller chercher plein d'idées. Mais souvent, les idées, c'est conceptuel. Donc, on va les prototyper, on va faire des maquettes pour rendre l'idée tangible. Et cette maquette, après, on va pouvoir la présenter au public cible et on va rebalayer en fait par des phases d'expérience utilisateur, on va rebalayer l'idée. Donc voilà, ça c'est les 5 grandes phases du design thinking. Très bien. Donc, dans un premier temps, on va aller en phase d'inspiration qui va reprendre la phase d'empathie et de définition. Après, on ira voir la phase d'imagination, donc là, la phase d'idéation et de prototype. Et la dernière phase qui est la phase d'implémentation, les phases test et puis développement de l'idée. Alors l'empathie, bah, c'est quoi? L'empathie, c'est rentrer en contact avec les usagers, bah, c'est les observer, c'est se mettre un petit peu dans la peau d'un journaliste, dans la peau d'un ethnologue, d'un sociologue. Et du coup, on va avoir des discussions, bah, ça va être non directif, des discussions ouvertes ou semi-directifs à base de guides. Voilà. Donc ça, c'est des outils qui vont permettre de rentrer en contact, aller vers les usagers. Et il ne faut pas que tu t'endormes, hein, Brune. Pas du tout, j'étais en train de répondre à une nouvelle participante qui vient d'arriver. Tout va bien, Isabelle. Du coup, bah, vous allez construire, vous avez un public cible, donc vous allez construire un guide d'entretien en fonction de votre public cible. Et l'enjeu, ça va être de comprendre dans ce moment d'entretien, on ne va pas lui demander sa satisfaction de votre service ou de votre futur service. Ce qui est important, c'est dans votre public cible, c'est de comprendre comment il vit, quelles sont ses habitudes, quels sont ses freins, quelles sont ses contrariétés. Donc, voilà, on va faire 8 à 10 questions et vous allez à la rencontre de ces publics-là. Très bien. Alors, quand on est avec ces publics, eh ben, ils vont vous donner des notions, ils vont vous donner des idées, et des fois, vous allez dire, ouh là là, là, il y a quelque chose qui va être intéressant. Et il va falloir la tirer, cette idée. Donc là, je vous donne une petite astuce, c'est les 5 pourquoi. Par exemple, vous travaillez sur une problématique d'équipe, notamment, bon, c'est classique, hein, la communication en équipe est insuffisante. Donc vous allez dire, ah bon, mais pourquoi elle est insuffisante, cette communication? Bah, donc vous lui dites pourquoi, et la personne en face, elle dit, bah, parce qu'on ne communique pas par mail. Ah bon, mais pourquoi vous ne communiquez pas par mail? Bah, parce qu'on manque de temps. Ah bon, mais pourquoi vous manquez de temps? Eh ben, on est tout le temps débordé, on a beaucoup de demandes. Mais pourquoi vous avez plein de demandes? Ben, parce qu'il y en a plein qui nous arrivent, mais qui ne nous sont pas destinées. Et du coup, vous arrivez donc il y a un problème d'information sur le qui fait quoi. Et donc, au départ, on avait cette notion où il y avait un problème de communication au sein de l'équipe, mais on s'aperçoit qu'en tirant avec les 5 pourquoi, que le problème n'est pas au sein de l'équipe, mais au-dessus de l'équipe. En fait, c'est une communication qui est défaillante sur l'organisation. Et après, on peut encore continuer à tirer avec les 3 comment, qui permettra d'avoir des actions encore plus concrètes et précises. D'accord.
Quand vous allez être en phase empathique, ce qui est important, c'est de prendre le temps d'observer. Vous voulez revoir un accueil quand vos usagers arrivent au sein de votre institution, votre entreprise, vous voulez réaménager. Eh ben, c'est bien de prendre ce temps d'observer comment on utilise ces espaces, pour identifier en fait les frustrations, les satisfactions. Et là, je vous recommande un petit livre qui coûte 10 € et qui est très magique et qui a été écrit par Nicolas Nova. Et c'est des exercices d'observation. C'est un petit peu les exercices à Georges Perec, en fait. C'est des exercices ethnologiques qui vont vous permettre d'avoir des outils pour mieux observer. Très bien. Donc, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, quoi. Ouais. Malheureusement, il est décédé. Bon, bref, je ne vais pas vous. Alors, j'ai dû réaliser un schéma d'inclusion numérique dans un quartier prioritaire de la ville d'Aix-en-Provence, et c'était sur la fragilité numérique. Donc, j'ai été poser des questions sur le trottoir, en fait, où on était à la rencontre avec les publics. Là, je me suis aperçue que le public était en effet en grande difficulté. Et après, dans une deuxième phase, on a fait une phase de concertation des habitants. Donc, pour ne pas mettre en difficulté ce public cible, du coup, j'ai construit en fait une fresque, en fait. Une fresque, oui. Ouais, une fresque d'exploration. Et ils devaient coller leurs grandes activités avec des pictogrammes, leurs grandes activités de la semaine, aller au cinéma, amener les enfants à l'école, ils écoutaient de la musique, ils allaient en salle de sport. Et donc, sur les grandes activités, après, à partir de là, moi, j'ai pu tirer la ficelle en leur disant « Ah, vous avez des collégiens ? Alors, comment ça se passe avec les outils informatiques du collège ? Vous êtes à l'aise, pas à l'aise ?» Et donc, moi, à travers leurs activités, j'ai pu identifier leur fragilité numérique. D'accord, très bien. Je pense que c'est très clair pour tout le monde. Merci. Donc, la phase empathique, on a recensé une grande partie de la donnée, en fait. C'est ça qu'on va chercher, c'est d'avoir pas mal de données. Une fois qu'on a ces données, eh ben, on va pouvoir les analyser et on va pouvoir avoir des grandes thématiques, des grandes notions d'information qui vont permettre d'affiner votre défi. Peut-être qu'au début, vous aviez un défi, une problématique qui était peut-être trop large ou qui était peut-être à côté. Vous êtes aperçu que, une fois que vous avez rencontré vos usagers, que la problématique de départ, elle va se recentrer autrement. Et du coup, on construit souvent ce défi par comment pourrions-nous, avec un verbe d'action, et le besoin identifié et l'utilisateur cible. Donc, ça va être comment pourrions-nous améliorer la communication au sein de l'entreprise pour que SILAO puisse être informé dans les bons délais. Oui, donc là, on est un petit peu sur la même idée que l'agilité avec les user stories où on reprend une phrase qui nous permet de simuler finalement et de toujours avoir la même façon de présenter les choses. C'est ça ? Oui, exactement. Je rajoute sur les publics cibles, si vous faites 5 interviews sur un public cible, donc vraiment un public spécifique, il ne faut pas que ça soit une diversité, le même public. Si vous faites 5 interviews avec la même base vous avez 80% des problématiques qui vont en ressortir. D'accord, on est déjà sur du Pareto, quoi. Ok. Alors là, on est à la naissance. Qu'est-ce qui se passe à la naissance ? Alors, du coup, il n'y avait pas eu de phase empathique, en fait, et un groupe de jeunes ingénieurs avait été sollicité sur un problème humanitaire où beaucoup d'enfants décèdent, en fait, au Népal. Et donc, ils se sont dit, bon, alors, s'ils décèdent à la naissance, c'est que les couveuses sont inadaptées, en fait. Donc, ils arrivent au Népal, ils arrivent dans les hôpitaux et ils s'aperçoivent que les couveuses, en fait, elles sont efficaces, elles sont bonnes et que
apparemment, c'est pas un problème technologique. Donc, ils vont à la rencontre des personnes qui ont eu des enfants décédés et ils s'aperçoivent qu'une grande partie de la population ne peuvent pas se déplacer jusqu'à l'hôpital. Donc, ils se sont aperçus qu'il fallait développer une couveuse qui puisse être mobile, en fait, exactement. D'accord. Donc, on a déplacé en fait la problématique sur un autre, d'où cette petite couveuse adaptable dans les milieux ruraux. Très bien, c'est chouette. Et ça nous amène sur le persona, d'accord. Voilà, le persona en fait, ça va être votre guide pendant toute votre phase de créativité. C'est-à-dire que vous avez recensé de la donnée et vous avez identifié des archétypes de publics, des publics qui ont à peu près le même âge, les mêmes problématiques, tout ça. Donc, vous allez créer une carte persona où vous allez mettre le besoin, c'est une carte imaginaire. Vous allez mettre ses besoins, ses contraintes, ses habitudes. Vous allez imaginer. Et à chaque fois que vous allez poser une idée, on va réinterroger l'idée avec le persona. Alors, par exemple, il y aura des idées en phase de créativité, il y aura des idées ça serait bien de développer une appli pour que les gens puissent avoir accès à l'information. Et vous allez reprendre votre persona et vous apercevez, les seniors, en fait, n'ont pas de pratique, ils ne sont pas en capacité de télécharger une appli. Donc, l'idée ne sera pas bonne, en fait. Ça va être vraiment un guide à chaque fois. Pour se confronter, quoi, Ouais. à la réalité du terrain. Exactement. Voilà, ça, c'est des personas qu'on a construits suite à des enquêtes terrain qui ont été faites dans une petite ville à Venelle, à côté d'Aix-en-Provence. Et du coup, là, on a Mireille qui a 72 ans, qui est retraitée. Donc, c'était dans le cadre d'une nouvelle bibliothèque qui allait se construire. Et donc, Mireille, elle a besoin, en fait, le verbatim, c'est la phrase un peu clé au-dessus. Mireille, elle a besoin elle se sent seule. Et puis, elle attend que dans cette bibliothèque, on lui propose des activités qui va rompre sa solitude. Et puis après, on a un personnage qui est plutôt 42 ans et qui veut vraiment avoir des temps plutôt sur l'intergénérationnel et dans l'échange et le partage. D'accord. Voilà, donc la phase empathique, enfin la phase d'inspiration avec l'empathie, la définition. Donc, vous avez votre public, vous avez identifié en fait les problématiques de vos publics, vous avez votre défi qui est posé. Donc là, maintenant, on va partir en phase de créativité, on va partir en idéation. Donc, l'idéation, en fait, c'est là où on va sortir beaucoup d'idées, en fait. Il ne faut surtout pas se limiter. Et on dit, le meilleur moyen d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup. D'accord. On ne se dort pas, s'il vous plaît. Alors, vous et la créativité, comment vous positionnez? Donc là, je vous ai mis un petit arbre à personnages. Et comment vous sentez? Est-ce que vous sentez créatif, pas créatif? Est-ce que vous sentez à l'aise, pas à l'aise? Donc, je vous invite on ne va pas faire de tour de table parce qu'on est un peu nombreux, mais je vous invite à vous positionner sur l'arbre à personnages. Ça y est, Boris, tu t'es positionné? Oui, je me suis positionné, ça va. Moi, j'aime bien être en haut des arbres, donc plutôt vers le haut. Très bien. Alors, la créativité, en fait, c'est une capacité et tout le monde est créatif. C'est une capacité, c'est comme un sport, c'est comme courir. C'est plus on la développe, plus on développe sa créativité, plus on la stimule et plus on la pratique et plus on a une ouverture d'esprit parce que c'est une ouverture d'esprit. Ça permet de transcender en fait les façons de penser ou d'agir de façon traditionnelle. C'est faire un petit pas de côté, c'est oser penser autrement. Et puis, c'est enlever toutes ces barrières. On a toujours fait comme ça, on n'a pas l'argent, on n'a pas les ressources. On enlève en fait tout ça. Quand on est en session de créativité, tout est possible en fait, tout s'ouvre. Ça permet de produire de nouvelles choses, de nouvelles idées. Et puis, c'est une flexibilité mentale.
Là, en fait, par exemple, là, c'est le petit oiseau qu'on voit à côté, là, c'est pour chauffer sa créativité. Vous prenez un carré, un rond, un trait et un triangle, et pendant 5 minutes, avec vos collègues, vous faites un petit concours de ce que vous pouvez créer avec ces formes-là. Voilà. Typiquement, c'est un outil d'échauffement créatif qui est très simple, mais vous allez vous apercevoir que vous allez créer beaucoup de choses. Finalement, tu as recyclé le tangram, en fait, c'est ça? Oui. Eh ben, on a des freins en fait à la créativité. On a des freins. Les freins, c'est la peur, le stress, la lourdeur, et on appelle ça des créaticides. Les créaticides, ben, c'est besoin de pertinence. Ah mais non, mais là, moi, j'ai donné une idée, mais il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit réutilisable, il faut vraiment qu'il y ait une utilité. On va aussi avoir des exigences d'originalité. On se dit, bah non, je ne vais pas dire ça, c'est nul, il n'y a pas. On va s'empêcher de dire parce qu'on veut que ça soit original. Et puis, des besoins d'efficacité. Ben là, on est dans le milieu du travail. On va se dire, ben là, si je dis quelque chose, il faut vraiment qu'il y ait derrière. Et ben, pendant les séances de créativité en design thinking, ce qui va être important, c'est d'enlever ces notions de pertinence, d'originalité, d'efficacité. On ouvre un maximum. D'accord. Pour réaliser des séances de créativité, en fait, ce qui va être important, pour être créatif, il faut que ça soit cadré. Plus vous êtes cadré et plus la créativité pourra s'exprimer. Si ça part dans tous les sens, ça va mettre les personnes en insécurité. Du coup, ce qui est important, c'est alors, ce qui est bien pour les premières séances, c'est bien de se faire accompagner par quelqu'un qui est un peu expert de ce domaine. C'est les participants, en fait, c'est de les inviter, de les informer de ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est vraiment de leur donner un cadre de présentation. D'avoir une diversité des participants. Plus vos participants, il y aura une notion de pluridisciplinarité, plus vous allez avoir des idées qui vont permettre de se confronter avec des référentiels différents, et c'est très intéressant. Si vous voulez revoir un nouveau service, n'hésitez pas à inviter tous les parties prenantes en fait de votre environnement. Ça peut aller de la femme de ménage au directeur en fait. Plus vous allez mélanger les points de vue et plus ça sera riche. Bien évidemment, il faudra que vous soyez outillé avec un déroulé, des cartes persona, tout ça ce qu'on a vu avant. Un lieu, le lieu en fait, il est très important. Après, ça peut être un lieu à l'extérieur, un lieu à l'intérieur, mais un lieu qui soit confortable et un lieu qui soit agréable. Du coup, ce qui est très très important, c'est d'inclure, c'est de fédérer, c'est d'accueillir en fait l'ensemble des participants et de bien expliquer ce que l'on va faire. Il n'y a rien de pire que de commencer une séance de créativité et les personnes ne savent pas, ils se disent oulala, est-ce que je vais savoir faire? Et puis, inspirer, c'est important de faire rêver, de prévoir des phases d'inspiration en amont de séances de créativité. Oui, donc des valeurs d'inclusion pour la QVCT, ça c'est effectivement une très bonne remarque. Alors, je vous donne une ressource qui s'appelle Inisio, qui a une partie gratuite et une partie payante, mais du coup, qui va vous donner plein d'outils très, très inspirants et qui, en fait, vous pouvez construire vos déroulés avec ces outils, avec cette plateforme. Je vous invite vraiment à les naviguer, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Merci pour ce partage, Isabelle. Donc, je l'ai mis dans le chat. Super, merci. Dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, pardon. Voilà, on en est là. Donc, quand on va commencer une séance d'idéation, là, on va chercher plein d'idées. Donc, on a notre défi, on a notre persona et on va aller chercher des idées. Et ben du coup, on va faire un échauffement créatif, comme je vous ai un petit peu parlé, qui va vous permettre d'enlever
en fait, ce petit exercice créatif, il va vraiment enlever les petits fantômes, là, les petits diables qu'on a sur l'épaule et qui empêchent la créativité. Ça peut être prendre des objets et puis dire, bah, à partir de ces objets, imaginer, je sais pas, moi, ça peut être une fourchette, bah, imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec une fourchette et voilà, c'est des petits trucs qui peuvent être envisageables. Il y a plein de choses. Il y a aussi les spaghettis. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Vous prenez 3 spaghettis, un marshmallow et puis 50 cm de scotch. Et c'est celui qui fait le plus haut. Je ne sais plus comment on appelle ça. Oui, la plus haute pyramide, ouais, le Marshmallow Challenge, ouais. C'est ça. Et donc ça, pour fédérer et c'est très intéressant en équipe. Il y a plein de choses qui ressortent et la façon de penser, qui est le lead, qui n'est pas le lead, c'est très très intéressant. Alors, une fois que les cerveaux sont échauffés, et ben du coup, on va commencer cette séance d'idéation, on va aller chercher plein d'idées. Donc, il y a plein d'outils. Hein. Là, je vous parle du Crazy 8, mais il y en a plein d'autres. Vous prenez une feuille A4, vous la pliez 3 fois et vous avez 8 cases. Et vous demandez, donc on repose le défi, on repose les personas et on demande aux personnes d'avoir des idées. Donc, on leur donne 1 minute par case. Et du coup, en 8 minutes, si vous avez 8 participants, vous avez 64 idées. D'accord. Donc, il y a un équivalent de post-it, mais là, sous une forme différente Oui, à partir un petit peu plus écologique que le post-it, du coup. Tout à fait. Donc, une fois qu'il y a beaucoup d'idées, et ben après, il faut qu'on les passe dans l'entonnoir. Donc, on passe dans une phase de convergence. Et là, c'est pareil. Je vais vous donner des outils qui vont vous permettre de... Voilà, on a plein d'idées. Et comment on va faire pour resserrer, en fait. On passe à la slide d'après. Oui. Et ben Disney, Walt Disney, en fait, quand il travaillait comme ça leur scénario. Il avait une matrice qui, donc maintenant on l'appelle la matrice Disney, qui avait 3 grands angles. Le grand rêveur, donc on prend les idées avec du grand rêveur qui imagine sans retenue, on décrit un idéal. Après ces idées, on a un regard critique, on observe si la solution est réalisable. Et après, on va le croiser sur une projection, sur un regard plus logistique qui vous permet vraiment d'avoir des actions concrètes. Donc, vous voyez, à chaque fois, on resserre, on resserre, on resserre. Après, quand il y a toutes ces idées dans différentes temporalités, aujourd'hui, il y en a qu'on peut garder, en fait. Donc, on se dit, on les lance, celles-là, elles semblent intéressantes, elles sont utiles et prometteuses, on les prend. Il y a des idées, on se dit, ouais, ça serait peut-être bien de les garder, mais aujourd'hui, c'est pas faisable parce que c'est trop tôt. C'est trop tôt, c'est pas le moment, mais c'est quand même des bonnes idées et on sait, hein, même quand vous montez des projets, hein, vous fonctionnez comme ça. Il y a des projets qu'on commence, qui ne marchent pas, mais peut-être dans 6 mois, ils vont marcher. Et puis, il y a celles qu'on écarte parce que du coup, elles sont peut-être trop hors sol ou trop hors contexte et on ne peut pas les... Donc voilà, c'est une matrice qui s'appelle lancer, garder, écarter, qui vous permet d'être dans cette phase de convergente, de sélectionner des idées. Bon, c'est chouette, tu nous partages beaucoup d'outils là. Oui, plein de petites choses. Alors voilà, aujourd'hui, vous êtes où maintenant? Pas aujourd'hui, mais maintenant par rapport à il y a 5 minutes, je sais plus. J'ai bien sûr pas mis mon chrono, je ne sais pas où j'en suis. Ah si, 35, parfait. Comment vous vous sentez par rapport à cette phase de créativité? Est-ce que vous vous sentez prêt à être en séance de créativité? Donc, je vous laisse noter. Et si vous êtes prêts, on va passer à la phase prototypage. Alors, une fois qu'on a une idée, on se dit, ouais, c'est la plus belle idée du siècle. Ça, on est toujours, on se dit, ouais, on la sent bien, là, on a une bonne idée. Il va falloir la rendre tangible parce que souvent, elle est très conceptuelle, elle est souvent un petit peu hors sol.
Du coup, on va rentrer dans cette phase de prototypage et on va la maqueter. On va la comment? Selon, alors peut-être passe la slide d'après. D'accord. Voilà. Par exemple, j'ai fait des muséomix. Un muséomix, c'est 3 jours d'immersion dans un musée pour repenser en fait des médiations avec les publics. Là, c'était dans un musée archéologique. Et du coup, on s'est dit, ah là là, ça serait vraiment extraordinaire que les publics aient vraiment la perception du métier d'archéologue. Du coup, on a prototypé, donc vous voyez vers le bas, là, on a un bac, on a mis du sable et dedans, on a mis des objets. Et donc, les enfants, en fait, ils arrivaient, ou les adultes, hein, et du coup, on leur a donné, on a fabriqué des outils d'archéologue, et donc, ils ont gratté, et on leur a expliqué comment un archéologue, comment on fait pour gratter un site archéologique, comment on le retient. Enfin voilà, il y avait toute une procédure pédagogique derrière. Donc le prototype, ça va être vraiment le fait de maqueter, le fait de, ça rend votre idée en fait tangible. C'est OK, parce que des fois ça coince un peu sur cette phase-là, mais alors, je n'ai pas de questions. Ouais. Donc okay. normalement, je pense que quand j'ai demandé tout à l'heure, tout le monde m'a dit que c'était très clair. Donc normalement, ça devrait aller. OK. Isabelle, merci. Donc une fois que vous avez votre maquette, on va passer sur la phase de test. Donc on appelle ça l'implémentation. Et du coup, la maquette, elle va vous permettre de reprendre Donc, on est vraiment dans une phase itérative. Hein. C'est-à-dire qu'on va, aller voir les usagers qu'on a questionnés en phase empathique au départ. Et on va leur dire, voilà, on a eu une idée pour vous aider à mieux vivre ou à être mieux accueillis ou un nouvel aménagement. Enfin, et on va leur dire, on va leur expliquer en fait l'idée qu'on a eue à travers la maquette. Donc là, par exemple, c'est dans le cadre de cette nouvelle bibliothèque à Venelle. Donc notre défi, c'était comment pourrait-on aider Mireille à profiter d'un espace de partage et d'inspiration après le spectacle, restauration, bord de scène, lors d'un événement ou au pôle culturel. Donc voilà, elles avaient imaginé plein de différentes... un mur d'expression, voilà, que les gens puissent écrire après le spectacle, puissent écrire leur avis. Après, ils avaient imaginé à la fin du spectacle des temps de rencontres et d'échanges avec les comédiens, enfin, voilà, qu'il y ait un bar et qu'on puisse se retrouver avant. Et du coup, là, c'était notamment Mireille, vous vous souvenez, elle a 72 ans. Elle disait, non, là, moi, après le spectacle, qui est encore un temps de rencontre, moi, j'aurais envie de rentrer chez moi, en fait. Je n'ai pas envie de ça. Donc, pour ce public cible-là, ce temps de rencontre n'était pas pertinent. Donc, voilà, on a réinterrogé, en fait, notre public. D'accord. Ah. Oh. On a terminé, Isabelle? Oui. C'est formidable, j'ai pile 40. Ouais, super, bravo. Alors, je vais départager ça. Merci, donc tout s'est bien passé pour toi, c'est bon, c'était impeccable. Ouais. Bon, j'ai fait un petit raté sur la présentation, mais... Donc, écoutez, les participants, on attend vos questions, bien sûr, dans le chat. Posez-nous vos questions, qu'on puisse vous répondre sur la méthode du design thinking. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent dans vos environnements, faisable? Là, je pense que ce qui était intéressant, effectivement, c'est que tu nous as montré toutes les étapes jusqu'à la fin, se confronter à la réalité, donc dire, OK, je démarre quelque chose, je fais un prototype à un moment, et finalement, je le confronte à la réalité du terrain, je demande à la personne, et je réitère cette idée-là qui est forte dans l'agilité. Je pense que ça, c'est effectivement aujourd'hui une très bonne façon de travailler. Oui, l'idée n'est pas une fin en soi, en fait.
c'est important de la réinterroger, de la malaxer en fait. Oui, et puis on est dans l'amélioration continue. Ouais, exactement. On fait une première fois et puis on va refaire et on va refaire. Il y a vraiment cette notion d'innovation verte, hein, où on implique, dès le départ, on ne présuppose pas en fait du service ou de l'aménagement, mais on va réinterroger l'usager. Enfin, on interroge dès le départ l'usager pour imaginer la solution. Donc Christelle nous dit que c'était très clair pour elle. Elle avait déjà fait une réunion sur le design thinking, donc là c'était un rappel, pas de questions particulières. On attend encore un petit peu, mais il n'y a pas l'air d'avoir plus de questions que ça. En même temps, je pense que on a eu une très belle explication de ce qu'on avait à faire, donc il n'y a pas de raison qu'on ait beaucoup de questions. Très bien. Je vous rappelle, moi je suis Boris, je remplace Bruno, puisque Bruno a eu un petit souci, il s'est sectionné un tendon, donc là il est quelque part chez un docteur en train de se faire soigner. Donc voilà, on a annulé la représentation de ce matin, mais cet après-midi avec Isabelle, on avait envie quand même de vous rencontrer et de prendre ce temps pour terminer. Donc on a fait 10 webinaires autour de la QVCT. Ces 10 webinaires, je pense, ont été vraiment sur plein de thèmes très différents. Là, Isabelle nous a partagé beaucoup de méthodes. On va présenter donc les dates de ces interventions. Alors voilà, je vous présente tout ça. Hop. Voilà, du coup, là, je vous propose 2 jours de formation. En amont, hein, je vais à la rencontre des stagiaires aussi pour identifier peut-être des problématiques ou voilà, qu'on arrive pour créer un fil rouge sur les 2 jours de formation. Donc le but quand vous partez, c'est que vous soyez vraiment outillés pour lancer votre processus créatif. Après ces 2 jours, après si c'est un gros changement, ça peut être sur plusieurs mois. Enfin, il y a différentes formules qu'on peut adapter en fonction de vos besoins. Parce que la phase empathique, elle peut être un petit peu longue. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais n'hésitez pas à recontacter Bruno de Bimalaya. Ouais, tout à fait. Pour construire en fait une proposition qui peut vous aider. Donc là, vous avez un QR code. Vous pouvez flasher ce QR code, ça vous emmènera sur la page web où vous pourrez vous inscrire pour cette session d'initiation au design thinking. Attention, c'est bien précisé hein, dans la diapo ici, on est en présentiel à Marseille. Donc là, il faut que vous preniez votre maillot de bain parce que le 17 octobre, il fait encore très très beau à Marseille. Et après les séances du jeudi et du vendredi, vous pourrez aller profiter de la plage. Et la salle de formation, elle est sur le Vieux-Port, donc ça va. La salle de formation est sur le Vieux-Port. Je ne le savais pas, mais c'est une très bonne nouvelle. Merci Isabelle. Et donc, comme on a pu le faire à chacun des webinaires, on vous donne un petit code promo pour avoir 15% sur la formation. Donc là, c'est Webi10, puisque c'est notre 10e webinaire. Le jeudi et le vendredi 17 octobre, voilà, ça c'est les premières dates qu'on a pour le design thinking. On est dans une version inter-entreprise, je vous rappelle. Voilà finalement l'affiche récapitulative avec donc toujours notre Yeti bimalayesque pour le design thinking. Voilà.